Bonjour, bienvenue sur Morning Data Chat, des conversations d'experts sans artifice. Chaque semaine, des décideurs data et IA nous racontent comment ils transforment leur organisation. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Blond. Bonjour Jérémy. Bonjour Emmanuel. Jérémy, tu es directeur data chez Vicat. Alors, tout le monde ne connaît pas Vicat. Est-ce que tu peux nous raconter le métier de Vicat ? Alors Vicat, c'est un groupe français cimentier implanté dans 12 pays. Donc en termes de couverture, on fait du ciment, donc c'est notre cœur de métier. Et puis après, on couvre la chaîne de valeur du ciment, le béton et le granulat, qui font partie de nos activités principales. C'est quoi le granulat ? Alors le granulat, ça va être tous les matériaux qu'on va prendre finalement, qui vont venir dans la recette du béton, notamment, et compléter sa formule avec le ciment, bien sûr. Et après, du granulat, on en retrouve sur d'autres chantiers pour faire du terrassement, par exemple. Excellent. Et chez les particuliers aussi. Canon. Et donc, c'est un groupe qui a, 150 ans ? Ouais, et puis le ciment a été inventé par Louis Vicat en 1817. D'ailleurs, c'est le nom 1817 de notre Digital Factory. On en reparlera peut-être après. Donc, c'est un groupe familial qui est là depuis plusieurs générations avec des valeurs très familiales et c'est dans notre ADN. Un groupe industriel qui fait la fierté de la France, j'imagine. C'est le dernier et le leader cimentier français. Excellent. Alors du coup, quand on travaille chez Vicat en 2026, j'imagine qu'on a des enjeux. On parle bien entendu de la consommation de carbone, surtout les métiers de la construction. Quels sont rapidement justement tous ces enjeux auxquels toi tu es confronté chez Vicat ? Ouais, effectivement, dans le monde du ciment, la décarbonation fait partie des gros enjeux. On a une trajectoire carbone qui vise à atteindre une neutralité carbone à 2050. On a des échéances avant ça à respecter. Donc, parmi cet enjeu-là, on a des différents moyens finalement de baisser la facture CO2 dans le processus de fabrication du ciment, puisque on va dire que la part d'émissions de CO2 principale est faite au moment de la cuisson pour produire du ciment. Et c'est notamment dans cette phase critique qu'on vient finalement trouver des moyens pour optimiser la fabrication de notre ciment, soit par la recette, soit finalement par de l'usage de combustibles de substitution qu'on va mettre dans le procédé pour faire baisser cette facture CO2. Tout ça vient perturber un cycle qui était très maîtrisé auparavant, qui finalement devient de plus en plus complexe à maîtriser. Et c'est là finalement que ça devient très intéressant d'utiliser les données de process de l'usine, données chimiques de laboratoire, pour aller finalement supporter cette complexité croissante et apporter des solutions. Oui, alors quand tu dis que ça chamboule le processus la recette, en fait, ça la chamboule à quel niveau ? C'est quoi ? C'est la température du four, par exemple, qui change Alors, ce qui vient finalement différencier par rapport au processus qu'on connaissait bien avant, on vient de plus en plus utiliser des combustibles de substitution à la place de combustibles fossiles, type charbon notamment, ou du gaz pour aller chauffer le four. Finalement, on va utiliser les déchets environnants pour revaloriser ces déchets-là. On va aller remplacer ce charbon par ces combustibles de substitution. Et tout ça vient faire varier la chimie du cru qu'on a dans le four. Et on a un enjeu énorme de qualité sur le ciment, puisqu'on a un produit qui est normé et certifié. On a donc cette obligation de respecter une norme et finalement, il faut arriver à respecter en fait, c'est un processus assez l'équilibre est assez subtil, en fait. Tout à fait. On pourrait se dire, je prends de la pierre, je mixe, je chauffe et ça fait du ciment. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et ça devient de plus en plus complexe par rapport à cet enjeu de décarbonation. Parce que le processus se complexifie, tout à fait. Notamment parce que tu dis le fait qu'on soit obligé de trouver des énergies de substitution. Absolument. C'est un des exemples, j'imagine, c'est pas le seul. Absolument. Un autre exemple, c'est la maintenance aussi qui peut devenir de plus en plus complexe puisqu'on vient mettre de plus en plus d'équipements pour supporter cette décarbonation avec une instabilité par rapport à ces solutions qu'on met en place. Ça génère des prises de décision encore plus complexes, encore plus de réactivité de la part de nos opérateurs ou de nos ingénieurs process, performance. Ils le maîtrisent très bien, mais l'idée, c'est de dire, finalement, avec la data et l'IA, comment on arrive à les accompagner
pour les augmenter en quelque sorte. Ouais. Alors justement, c'est ça qui va nous intéresser maintenant. On va faire un peu un plongeon dans la réalité de ce processus ou ce procédé de construction de ciment. En quoi l'IA peut aider, ou en quoi la data et l'IA peuvent concrètement aider à lutter contre justement, lutter pour cette décarbonation dans les processus de production du ciment. Un exemple concret qui est en cours chez nous, c'est l'optimisation sur la partie broyage. Le broyeur, c'est un élément essentiel dans la chaîne de valeur de production du ciment. Il y en a plusieurs niveaux de la chaîne de production. Il y en a un en entrée de chaîne, juste avant la cuisson du... Donc ça, c'est quand tu prends la pierre. Tu prends la pierre, tu la concasses, et puis après, on va essayer de la broyer plus finement pour en faire ce qu'on appelle de la farine. Donc ça se fait en 2 étapes, ça. Tu as un premier broyage, un premier concassage, premier concassage. Ça permet aussi d'homogénéiser la pierre, puisqu'on prend du calcaire, argile qu'on mélange. Donc on fait un tas un peu équilibré. Tout ça passe ensemble et vient alimenter ce qu'on appelle donc un broyeur à cru, qui va broyer finement pour produire de la farine qui va aller en entrée de four. D'accord. Voilà. Mais ça, le broyage, c'est une action mécanique pure. C'est de la mécanique, principalement. À ce moment-là, tu chauffes pas. Tu chauffes pas, mais ça vient utiliser donc, du process derrière. Donc, on va être notamment sur des vitesses, des températures, des pressions. Quand il faut maîtriser des températures et des pressions, ça veut dire que tu chauffes quand même à un moment donné. Alors, en fait, on vient récupérer la chaleur du four qui va venir être utilisée dans ce broyeur pour finalement participer à ce broyage. Donc, il y a une contrainte liée au four. Le broyeur fonctionne de pair avec le four. Il ne se lance pas sans le four. Il y a tout ça à bien prendre en jeu. Donc, tu as quand même un aspect de pilotage de la température. Il y a un pilotage, et donc là, vous comprenez bien qu'en fait, il y a des variables à prendre en compte lors de ce broyage qui peuvent venir un petit peu du four, mais qui sont quand même majoritairement plutôt liées au broyeur. Et c'est la combinaison de ces différents automates qu'on a au niveau de cet équipement qui fait qu'on va plus ou moins optimiser le broyage. Optimiser en termes de débit et en termes de qualité. La qualité est essentielle pour après l'étape d'après. Alors, le débit, c'est facile à mesurer. Il suffit de peser toutes les minutes. Exactement. C'est quoi la qualité ça s'appelle le cru, c'est ça, à la fin ? Alors, ça va être la finesse, notamment, qu'on va mesurer. Il faut que ça soit suffisamment fin. Et du coup, tu fais comment ? Genre, tu as des procédés qui vont mesurer la taille des poussières ? Exactement. Et puis, il y a des paramètres aussi chimiques qui sont mesurés. Donc, il y a des échantillons qui sont pris à fréquence très régulière. Il y a dans chaque usine un laboratoire qui va faire, en partie de manière automatisée, des relevés qui vont permettre de suivre la qualité du cru au fur et à mesure de la production. C'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on maîtrise plus ou moins bien cette partie-là. C'est beaucoup de données de process, beaucoup de données, un peu moins, mais de laboratoire, qu'il faut arriver à combiner pour prendre la bonne décision à fréquence quasiment toutes les minutes. Alors, sur la partie tu varies. Ah oui, donc en fait, ton idée, c'est de créer un système asservi. Alors, en partie. En tout cas, nous, ce qu'on vise, c'est plutôt un système d'autopilote dans les phases où tout va bien. Un petit peu comme dans la voiture ou dans l'avion. Quand tout va bien, je délègue une partie de la conduite à l'intelligence qui va faire le job très bien. Par contre, sur des phases de redémarrage, d'arrêt, là, ça reste très manuel. Et il ne faut surtout pas que l'opérateur il perde la connaissance et la compétence de tout ça. Bien sûr, il y a un enjeu de maintien de connaissance qui est important là-dedans. Maintenant, l'opérateur, ça peut lui permettre de gérer, on va dire, de se concentrer sur des phases beaucoup plus critiques, comme la partie cuisson-four, où là, il y a beaucoup plus d'enjeux que sur la partie broyage. D'accord. Alors, si je regarde ça d'un point de vue purement data ou data science, en fait, tu as des données à l'entrée, des données à la sortie, et puis tu cherches à optimiser un petit peu ou faire de la prédiction. En fait, exactement. Voilà. Et tu as quoi ? Une vingtaine de données en entrée, une vingtaine de données à la sortie ? Voilà. Alors, un peu plus de données en entrée, et qui vont, on va dire peut-être un peu plus d'une dizaine, qui vont piloter 3-4 finalement paramètres de sortie qui vont donner des instructions derrière aux machines, sachant qu'il y avait déjà des systèmes en amont avant qu'il y ait de la data ou de l'IA qui viennent par-dessus, mais qui peuvent être couplés à ça, finalement. C'est pas forcément, tout ne s'oppose pas, on vient pas remplacer quelque chose, c'est plutôt un ajout, une couche, finalement, qui vient compléter l'optimisation.
D'accord. Et donc là, le produit dont on parle, là, le cas d'usage dont on parle, il tourne en production déjà dans vos usines ? Alors, il tourne en production dans une usine aux États-Unis. Et là, on est en déploiement dans 2 autres usines en Inde et en Suisse. Et notamment en Suisse avec des premiers très bons résultats sur une solution qu'on est en train de créer de toutes pièces. C'est quoi l'enjeu, l'ordre de grandeur de gains qu'on peut obtenir avec ça ? Alors, ce qu'on vise, c'est 5% de productivité en plus. Voilà. Chose qu'on atteint. Et alors la productivité, c'est quoi ? C'est toujours pareil, c'est le débit et la qualité en sortie, c'est ces 2 éléments-là ? Exactement, ça peut être du débit, ça peut être de la qualité, et finalement, c'est aussi d'un point de vue usine que eux vont déterminer si aujourd'hui ils visent plutôt de la qualité ou du débit. Ça dépend du contexte du marché, est-ce qu'on veut produire plus ? Et par exemple, en Europe, on va plus viser de la qualité. Et puis on va plus viser du débit sur des usines qui sont complètement sold out. Mais il y a un trade-off entre qualité et débit ? Genre tu peux décider de paramétrer ton modèle pour qu'il ait plus de débit au détriment de la qualité ou plus de qualité au détriment du débit ? Exactement, en général, si on baisse la qualité, on va plus facilement augmenter le débit. Il y a un lien, il y a une corrélation entre les deux. Effectivement. Il n'y a pas un optimum, vous avez pas une quête. Justement, c'est cette intelligence qui est censée, alors c'est du machine learning derrière, chercher finalement l'optimum. On a des seuils et l'objectif c'est de se mettre au taquet des seuils sans compromettre la qualité. C'est ça. Et alors ce qu'on cherche en premier c'est de la stabilité. Et une fois qu'on a cette stabilité, on va se rapprocher des seuils. Ok. Alors, je descends encore un peu dans les couches. Combien de temps il faut pour faire un produit comme ça en production dans un monde industriel qui, j'ai l'impression, n'a pas la même temporalité que nos activités digitales qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Finalement, nous, on arrive avec des temporalités au niveau du digital qui sont très courtes. On parle beaucoup d'agilité, de sprint, de ce genre de choses. Dans le monde industriel, on n'est pas sur des mêmes temps. On est même sur des risques assez élevés en termes de risques industriels. Donc, finalement, nous, et ça a été une vraie difficulté, un vrai challenge à la base. La première étape, et là-dessus on n'y coupe pas, c'est que les usines soient data ready. Donc avant qu'on ait tracté ces sujets de data science... Qu'est-ce que ça veut dire data ready pour une usine ? Alors la data readiness, chez nous, elle a plusieurs piliers. Elle a un premier pilier infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut que dans l'usine, il y ait des ressources informatiques suffisantes pour qu'on vienne finalement déployer ce genre de solution. Il y a un aspect sécurité fort, c'est-à-dire que les réseaux, là on parle de réseau OT qui vient parler avec l'IT. Donc réseau OT, c'est le réseau des automates qui pilotent la production. Donc là on est sur des choses qui peuvent être très dangereuses si on fait des bêtises. Parce qu'il y a du physique derrière, il y a un bras qui bouge, il y a un broyeur qui broie. C'est même de la sécurité humaine potentiellement, au-delà du risque industriel. Donc là, en termes de cyber, on demande par exemple de la segmentation, du réadressage IP, des chantiers qui sont quand même très importants pour les usines, qui nécessitent des arrêts d'usine. Donc il faut se caler aussi sur des phases de production. Ça, c'est pas forcément... on n'avait pas cette habitude au digital de se synchroniser sur des plannings comme cela. Donc ça vient changer beaucoup de choses. Une fois qu'on est data ready, nous, ce qu'on a aussi créé, c'est une architecture data. Oui, parce qu'en fait, je te coupe, pardonne-moi, mais tout ce que tu racontes au début, là, pour l'instant, j'ai pas touché à la data, à l'accessibilité de la data ou à la qualité de la data. C'est juste, est-ce que j'ai l'infrastructure, est-ce que j'ai le backbone dans mon usine qui me permet de créer des systèmes qui vont agir sur les automates ? Voilà. Par contre, on crée la connectivité à ce moment-là. Donc, on est en capacité de récupérer des données temps réel. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. On est capable aussi de renvoyer des instructions aux automates dans un cadre sécurisé. Les API vers les automates, c'est des trucs qui sont matures ou alors c'est galère ? Je dirais que ça devient de plus en plus mature. On trouve beaucoup de solutions sur le marché, mais finalement, il faut quand même se constituer sa propre conviction sur ce sujet-là. C'est pas on implémente une solution, c'est pas du best of breed. On n'arrive pas et puis on déploie et c'est fini. On discute avec les usines. Ouais, tu discutes avec les usines et l'informatique industrielle, ces deux composantes sont essentielles pour que ça marche. Et finalement, c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on arrive avec une architecture que tout le monde comprend, avec ses enjeux, et la cybersécurité en est une autre.
Et finalement, ça constitue une architecture data qui nous permet plusieurs choses. Temps réel en termes de lecture, en termes d'écriture de données, et discussion aussi avec le cloud, parce qu'il faut bien les historiser pour que les data scientists créent des modèles et déploient ces modèles sur des infrastructures edge, donc edge dans l'usine. Puisque on fait tourner ces IA au plus proche des équipements. On ne veut pas être dépendant de problématiques de réseau. Et puis finalement, même d'un point de vue cost, ça nous ferait exécuter des choses dans le cloud qui n'ont pas vraiment d'utilité. Alors quand tu dis edge, t'as pas le composant machine learning directement sur l'automate. Non, il tourne sur des infrastructures de l'usine. Et après, c'est là où tu t'appuies sur ton réseau de l'usine qui, lui, est hyper robuste parce qu'il y a tout ce que tu racontais sur la data readiness de l'usine. Exactement. Ok. Donc une fois que tu as la data readiness de l'usine, il faut que tu aies la data en tant que telle, c'est ça ? Exactement. C'est la prochaine étape ? Donc cette data-là, elle est disponible, elle est dans le cloud, une fois qu'on a mis en place l'architecture data. Elle permet aux data scientists de travailler, d'élaborer leur modèle. C'est souvent quand même une grosse douleur, l'accès à la donnée côté data scientist. Et derrière, eux peuvent constituer ces modèles. Alors ils constituent aussi des fronts avec des applications, forcément, qui derrière passent par des pipelines de développement et qui sont automatisés et qui sont renvoyés directement sur l'usine. Alors c'est quelque chose qui est travaillé avec eux directement puisqu'on ne fait pas des montées de versions comme ça sans prévenir dans un contexte industriel. Donc c'est tout ce process-là qu'on met en place quand on déploie ce type de solution et c'est un super challenge. Quand tu as des objets physiques derrière, des automates, comment tu fais pour tester ? Alors, bonne question. Tu testes en prod ? Tu testes en prod ? Non, je rigole. On a quand même simulé des jumeaux numériques, peut-être ? Des jumeaux numériques où on est en capacité de reproduire finalement des envois de données, donc ce qu'on appelle de tags. C'est les données qui viennent des PLC, donc des automates, de la production de l'usine, de process. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de simuler et justement, on profite d'environnements cloud où on simule tout ça. Quelque part, on reproduit finalement le fonctionnement d'une usine dans le cloud et quelque part, on voit ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on garde quand même donc, ces systèmes de dev, int, prod. Ok. Souvent, finalement, la dev, elle est dans le cloud, elle est complètement décorrélée de l'usine. L'intégration, elle lit les données de l'usine, mais elle n'exécute rien. Et après, la partie prod, elle vient renvoyer des instructions. Chose importante, quand on teste en prod, ça fait bizarre de dire ça, mais il faut quand même le dire, on le fait avec les ingénieurs process de l'usine sur des slots vraiment courts, où on surveille ce qui se passe pendant 2-3 heures au début. Et puis quand on prend confiance, on augmente tout doucement cette fenêtre de test. Et petit à petit, on allonge les durées et finalement, après, on étend même sur des phases d'heures non ouvrées ou des week-ends, parce qu'on est en 24-24 sur une cimenterie. Et on l'étend quand il y a de la confiance. Et finalement, une des clés du succès, c'est de se mesurer cette adoption qui est faite par l'usine. C'est eux qui ont la main, évidemment, et qui déclenchent cet autopilote quand ils le souhaitent. Cette adoption-là, finalement, c'est un KPI hyper clé et qui montre si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, je reviens sur les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, ils existaient déjà avant parce que toutes les usines ont leurs jumeaux numériques, ou alors tu as dû les construire spécifiquement pour ce cas d'usage et probablement pour d'autres cas d'usage que tu feras après. C'est ce cas d'usage qui a finalement tracté toute la partie fondation. Il y avait déjà des initiatives d'infrastructure, de cybersécurité, mais qui étaient plus vues comme des contraintes. Là, finalement, ce jumeau numérique qu'on crée à partir d'un premier cas d'usage, il nous permet de déployer une fondation, mais qui est justifié finalement par le ROI que ça va apporter sur ce cas d'usage-là. On n'est pas parti sur un jumeau numérique où on reproduit en 3D la cimenterie, et finalement, c'est quoi la valeur ? Oui, ça n'a pas beaucoup de valeur. Tu t'intéresses pour de la formation, potentiellement, des visites, de ce genre de choses. Mais là, on est plutôt dans un jumeau numérique qui prédit, qui optimise. Et du coup, je reviens sur la partie mise en prod, parce que c'est cette partie-là, c'est qu'à un moment donné, tu quittes le monde virtuel pour aller dans le monde physique, dans le monde réel. Et donc, ce que je comprends, c'est que tu ralentis pas l'usine, en fait, pour déployer en prod. Ton usine, elle tourne toujours sur son rythme de croisière. Et c'est à des moments où tu dis, allez, pendant 1 heure, je vais tester mon outil, je regarde ce que ça fait. C'est ça, tu ralentis pas l'usine. Tu ne la ralentis pas en termes de production. Par contre, ça implique un investissement fort de l'usine et une vraie envie de leur part d'aller déployer ce type de solution
pour améliorer leur productivité ou leur consommation énergétique. Il faut que le business case, le BCase, il soit vraiment clair et qu'ils en soient aussi convaincus. Alors le BCase, j'imagine, c'est le patron de l'usine qui va être intéressé par ça, mais la personne qui est sur l'automate, il s'y intéresse au BCase ? Alors lui, ça va peut-être moins l'intéresser, le BCase. Par contre, en termes de lui, pour sa journée, on va dire, ça peut le décharger ou le soulager d'une partie de ce qu'il pouvait surveiller avant. Ouais. Et finalement, il va pouvoir se concentrer sur des tâches à forte valeur. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une cimenterie, ça tourne avec très peu de monde. Donc il y a énormément, dans une salle de contrôle, il y a énormément d'écrans pour très peu de personnes. Souvent un opérateur ou un peu plus, qui vont prendre des décisions assez fréquentes. Ouais. Finalement, s'il peut avoir un peu d'autopilote sur une partie de sa journée, ça va forcément lui permettre d'optimiser le reste. Ah, c'est génial. Ouais. Et combien de temps ça prend la phase de test, la phase où tu dois créer la confiance justement entre l'ouvrier, enfin la personne, l'opérateur et l'outil? Alors la phase de commissioning, généralement, c'est 3 mois. C'est 3 mois. 3 mois. 3 mois. En amont, on a déjà eu les données qui nous permettent déjà de travailler sur des premiers modèles. La data readiness est faite. Et à partir des 3 mois, finalement, on commence à rentrer dans des tests directement en production. Et là, on fait du fine-tuning sur les modèles. Ah oui. Et on prend en compte toutes les contraintes de l'usine à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des seuils qui font qu'à certains moments, on ne peut pas faire tourner ce morceau d'IA. Donc, ça, il faut le savoir. Enfin, c'est quelque chose qu'on détermine. Enfin, c'est l'usine qui le détermine. Et après, on vient mettre des poids sur des variables, sur des contraintes qu'on a, qu'on ne connaissait pas forcément en amont, et qui sont finalement la stratégie de contrôle de l'usine. Ouais, c'est ça. C'est leur... finalement. Mais du coup, ça veut dire que tu as un modèle par usine. Par usine, par équipement et potentiellement par type de ciment. Quand tu dis par équipement, c'est-à-dire que moi j'imagine naïvement que les broyeurs c'est tous les mêmes, mais en fait c'est pas vrai. Pas du tout. Il n'y a pas deux broyeurs identiques. Il y a des broyeurs verticaux, il y a ce qu'on appelle des ball mills, il y en a qui sont qui sont des combis. Enfin, il y a plusieurs types de broyeurs de plusieurs marques. Donc à chaque fois, quelque part, on ne repart pas de zéro parce qu'il y a cet historique de modèles. Sur lesquels on peut se baser, mais il faut forcément une période de fine-tuning, et tout l'enjeu, notamment sur la partie décarbonation, ça va être d'être très réactif et agile sur le fine-tuning de ces modèles pour aller beaucoup plus vite sur leur redéploiement. On a des nouveaux ciments qui sortent tous les ans dans un objectif de décarbonation, chose qui n'arrivait pas avant, ou beaucoup moins fréquemment. Et finalement, si on veut que ces modèles continuent de fonctionner, il faut les réadapter à chaque fois pour les nouveaux types de ciments. Donc il faut gagner en vélocité bien sûr. Sur cette partie conception de modèle. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt 3 mois. Mais nous, notre challenge pour l'avenir, finalement, c'est d'accélérer cette période-là. Et pour le coup, c'est un des challenges sur l'équipe Data Science, d'aller vraiment accélérer cette partie-là et de gagner en efficacité. Ouais, tu as des nouveaux ciments tous les ans. Quasiment, ouais. Donc tu es obligé de garder cette connaissance des modèles et cette stabilité au sein des équipes pour mettre à jour les modèles. Absolument. Comment tu mesures à la fin que ça marche, ce truc ? Alors, on a plusieurs, on va dire, KPI. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de la partie adoption, qui est un facteur clé de succès, et ce qui nous permet de savoir déjà est-ce que c'est utilisé ou non. On a les débits qui vont forcément être un indicateur clé. Hein, tu fais un A/B testing, généralement, c'est comme ça que tu fais ? On a des données d'historique, donc on a des baselines de débit qu'on peut comparer. On essaie de comparer ce qui est comparable, donc on va prendre des phases de débit équivalents qu'on va essayer de comparer. Tout ça, on l'automatise pour le suivre quasiment au jour le jour. La partie qualité, ça c'est le juge de paix. La qualité, elle est encadrée par des seuils. Mais la qualité, autant le débit, tu peux le mesurer tout le temps, 24 heures sur 24. Ouais. La qualité, c'est quoi ? Tu fais des carottages, c'est à des moments. C'est des échantillons, toutes les 30 minutes, toutes les heures. Toutes les 30 minutes. Ou un peu. Ça dépend des usines. Tu contrôles vachement souvent. C'est très contrôlé. Hein. C'est très normé le ciment. On peut pas. On n'a pas le droit de se tromper là-dessus. Donc finalement, ça, on peut rapidement aussi mettre en corrélation la qualité avec, on va dire, un batch de production.
On arrive à la fin là, de notre échange. C'était passionnant. On pourrait en continuer encore des heures. J'ai juste une dernière petite question sur les profils. Parce qu'en fait, là, on est dans le machine learning comme on le faisait il y a 3-4 ans. On n'est pas dans les LLM. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des data scientists qui veulent rester dans ces sujets-là d'IA dites conventionnelles ? Alors, chez nous, je dirais qu'on est plutôt gâtés parce qu'on a un terrain de jeu qui est assez vendeur et assez intéressant. La décarbonation effectivement. Et puis finalement, l'industrie, il y a quand même un attrait quand même pour l'industrie malgré tout ce qu'on peut dire. Et on attire des profils qui sont très intéressants. Ils ont souvent un peu parfois ce passif d'industriel ou d'ingénieur process qui combine avec des compétences de data science qu'ils développent. Et finalement, c'est la combinaison des deux qui apporte une vraie valeur dans les développements qu'on peut faire. Parce que tu as forcément besoin que ton data scientist connaisse bien le métier. C'est un prérequis indispensable, je dirais. Et tu penses que c'est plus facile de prendre un ingénieur qui connaît le métier et de le former au métier de la data science, ou de prendre un data scientist et de le former au métier du ciment ? Alors, on a les deux. T'as les deux, et c'est globalement... On a les deux, et finalement, je dirais que c'est le bon mélange entre ces deux types de profils qui ont des parcours différents, mais qui se rejoignent, qui aujourd'hui font que ça, en tout cas chez nous, que la mayonnaise prend. Voilà. Excellent. Mais écoutez, une super histoire. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir raconté tout ça et d'être rentré dans le détail de la réalité de l'IA en production dans les usines. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci beaucoup et à bientôt. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site data-ai.theodo.com. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.